Alors, un certain nombre de questions résultent de ce diagnostic, outre ce qui a été dit ce matin. Comment renforcer la croissance de l'économie marocaine dans un contexte de mondialisation sur lequel on ne reviendra pas, pour générer des emplois suffisants en nombre et en qualité. Comment restaurer l'équilibre de nos échanges extérieurs? Comment revoir la structure des prix relatifs? Ça a été soulevé sur le plan analytique, on y revient, entre les secteurs notamment productifs et ceux plutôt spéculatifs ou rentiers. Comment restaurer la croissance plus équilibrée et qui soit non seulement mue par la consommation mais également par l'investissement, l'innovation et l'intégration de la production vers plus de valeur ajoutée et plus d'emplois valorisés. Et enfin, comment gagner en productivité et en compétitivité tout en générant une croissance inclusive au sens des jeunes diplômés, mais également des femmes, comme cela a été dit et souligné ce matin, avec un souci de territorialisation accrue. Voilà les questions qui ont guidé un peu cette réflexion en matière de propositions. Et je vais vous proposer deux schémas, peut-être qu'ils ne sont pas très lisibles, mais peu importe les détails de ce qu'il y a dans les cellules, mais l'idée est de comprendre un petit peu la logique qui a présidé à notre réflexion en matière de propositions. Nous poursuivons une stratégie nationale de l'emploi qui devrait promouvoir une logique de croissance inclusive et plus riche en emplois. C'est apparu lors du diagnostic. Et nous avons scindé un peu cette réflexion en deux grands ensembles, ce que nous avons appelé la sphère de plaidoyer du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, et ce que nous avons appelé la sphère d'action directe ou d'influence du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, étant entendu que les leviers ne sont pas les mêmes. Pour ce qui est de la sphère de plaidoyer, comme vous le voyez, le Maroc doit poursuivre une politique d'investissement, y compris les IDE, de valorisation et d'intégration de la production, une politique d'innovation évoluant vers une économie de la connaissance et non plus une économie fondée sur le coût main-d'œuvre, une accélération de la convergence des stratégies sectorielles qui est déterminante et qui doit être plus, soucieuse de la création d'emplois et de la création d'emplois valorisés, toutes ces stratégies sectorielles, et nous allons y revenir. Et enfin, la problématique de l'équilibre de la balance courante, commerciale et de services, avec la problématique de la compétitivité internationale de l'économie marocaine. Tout ceci doit guider, doit être pris en compte dans cette volonté de création d'emplois décents, valorisés, etc. La deuxième sphère, disons, d'action plus directe du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales concerne les politiques d'appui à la création d'emplois et qui cible principalement la création d'entreprises et la TPE, qui cible les activités génératrices de revenus avec la politique sociale et la stratégie sociale à travers, entre autres, l'INDH, mais ce n'est pas la seule politique, l'encadrement des PME et l'insertion des jeunes diplômés, et enfin les emplois dits de proximité ou les emplois régionaux et locaux qui, comme cela a été dit tout à l'heure, est très riche en potentiel d'emploi quantitatif et qu'il ne faut absolument pas négliger. Les autres pavés qui sont ici indiquent simplement les réflexions qui sont menées par ailleurs dans les autres ateliers et qui accompagnent cette stratégie nationale de l'emploi, à savoir la valorisation du capital humain, la meilleure gouvernance du marché du travail, le renforcement du cadre institutionnel de l'emploi et la territorialisation
dont une partie a fait l'objet du premier atelier que nous avons vécu ensemble il y a quelques jours. Maintenant, si on fait un focus, je dirais, un peu sur cette accélération de la convergence des stratégies sectorielles, nous avons essayé là aussi de synthétiser un peu notre réflexion en lisant ce graphique du bas vers le haut. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour souligner que nous avons mis ici, où nous avons checklisté l'ensemble des stratégies sectorielles, j'allais dire, avec les concepts de partenariat public-privé et de l'attractivité marocaine à l'international au niveau de ces stratégies. Nous avons positionné ici les stratégies transverses qui sont en place, en y incluant la stratégie de développement social et INDH et l'actuel projet de stratégie nationale de l'emploi. Et l'ensemble de ces stratégies, leur cohésion, leur homogénéisation ou leur accélération doit être recherchée en termes d'objectifs et d'horizons, ce qui a été également préconisé par le Conseil économique et social, en termes d'investissement et de moyens en matière notamment de rationalisation des ressources et de mutualisation des ressources, avec le développement d'une culture des résultats, culture qui sans doute est plus présente, mais n'est pas encore peut-être totalement opérationnalisée. Ces stratégies n'atteindront, je dirais, leur pleine efficacité qu'avec une meilleure régulation des marchés des facteurs, que ce soit le marché du travail, la formation et donc du capital humain, le marché foncier et immobilier, le marché financier et le marché de l'énergie. Le tout devant être développé sous ces 4 prismes ou ces 4 piliers qui doivent forger la compétitivité et l'emploi décent de demain. Privilégier l'économie de la connaissance en accordant une importance accrue à l'innovation sur les 10 années à venir. Insister sur l'intégration industrielle, la productivité et la valeur ajoutée, parce que le tissu économique marocain est essentiellement atomistique, à part quelques grands groupes. Si vous regardez, par exemple, à titre d'exemple, les entreprises exportatrices, les statistiques affichent 5000 entreprises exportatrices, mais sur les 5000 entreprises exportatrices, il y en a 500 ou 600 qui réalisent à peu près les 2/3 des exportations. Et si l'on descend aux plus grosses, et en particulier ce qui tourne autour des phosphates et produits dérivés, etc., on est avec une cinquantaine d'entreprises qui réalisent à peu près 30% des exportations. Donc si vous voulez, on a un tissu extrêmement atomistique et qu'il va falloir, j'allais dire, redynamiser, revivifier. Et nous pensons que la croissance externe, la concentration, doit constituer également un axe à privilégier en matière de politique industrielle, notamment pour le secteur secondaire dont on parlait tout à l'heure. Troisième prisme ou troisième pilier de développement, le développement durable, en termes de préservation des ressources rares, en termes de développement de l'économie verte, culturelle et sportive, en termes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et enfin, le quatrième prisme qui doit guider cette croissance future et cette intégration des stratégies sectorielles, le développement territorial et la régionalisation dont on a parlé tout à l'heure. Le tout, nous l'espérons, devrait contribuer à une croissance plus compétitive, à plus d'emplois et à une accélération des stratégies. Voilà les 2 schémas que je voulais vous présenter en préambule avant de rentrer, je dirais, dans le détail des
mesures que nous préconisons, en particulier donc pour les secteurs ouverts à la concurrence. Et c'est en ce sens que nous affirmons, qu'on raisonne ici en termes de plaidoyer du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales vis-à-vis des autres départements ministériels. Premier axe de soutien à la croissance inclusive, c'est les axes financiers et fiscaux. Et nous préconisons une réorientation de la charte des investissements pour intégrer un certain nombre de préoccupations qui d'ailleurs, pour partie, ont été révélées par les réponses aux questionnaires auprès des différents départements et organisations qui ont répondu. Favoriser la réduction du coût du travail et des facteurs de production, la question du foncier, des équipements, du financement, etc. Réviser la charte des investissements pour taxer certaines exportations sans valorisation. Il n'y a aucune raison pour encourager sur le même pied d'égalité des exportations à valeur ajoutée et des exportations sans valeur ajoutée ou avec très peu de valeur ajoutée. Réduire ce qu'on appelle les coûts d'agence pour l'accès des PME aux mesures de soutien à l'investissement. Beaucoup de mesures sont, à travers la NPME, à travers, pour ce qui relève de l'exportation, ce qui relève également de l'innovation, etc., sont données, mais des obstacles procéduriers importants bloquent, je dirais, ou freinent l'accès à ces mesures incitatives et nous pensons que c'est quelque chose de relativement important à lever. L'exonération de la TVA sur investissement sans limitation de délai. Comme vous le savez, le délai de 24 mois a été introduit, prorogeable à 36 mois par l'administration fiscale et c'est une question qu'il faut remettre sur le tapis, nous semble-t-il. Et enfin, développer et consolider un système de financement public pour l'accompagnement des investissements productifs. Lors d'une étude qui a été faite sur les exportations, il est apparu que pratiquement tous les pays benchmark par rapport auxquels le Maroc peut être benchmarké en termes de concurrence internationale, il existe des modes de financement public qui accompagnent le financement bancaire. Il ne s'agit pas de se substituer, mais simplement de servir de levier. On peut rentrer dans les détails si vous le souhaitez lors du débat. Deuxième axe, c'est l'amélioration de la compétitivité structurelle, en termes de structure de tissu industriel et économique, et la compétitivité coût des PME. Favoriser la concentration des entreprises industrielles et leur modernisation. Alors, plusieurs axes peuvent être présentés ici, mais il est important que le politique prenne conscience de la nécessité, je dis bien de la nécessité, de favoriser la croissance externe de nos entreprises et d'évoluer vers un tissu plus molécularisé plutôt que atomistique. Améliorer le cadre juridique et fiscal des consortiums d'exportation, c'est quelque chose d'important. Les consortiums ont été mis en place depuis 2006-2007 avec l'appui de l'ONUDI, mais connaissent, je dirais, une réussite, pour le moins qu'on puisse dire, discutable. Et il y a des raisons pour cela. Améliorer la compétitivité coût des entreprises, le deuxième axe, structuration, compétitivité structurelle, compétitivité coût. Améliorer la compétitivité des coûts à travers... Enfin, l'idée générale, c'est qu'il faut repenser un peu les mesures incitatives, plutôt pour réduire le coût des facteurs, plutôt que pour améliorer la rentabilité du capital. Troisième train de mesures, si je peux le dire ainsi, les mesures de soutien à la création des petites entreprises et à l'auto-emploi. Il faut d'abord renforcer les capacités territoriales d'encadrement des collectivités locales et de tous les organismes qui peuvent naviguer autour.
Il faudrait aussi favoriser davantage les créations d'entreprises. Alors là aussi, un certain nombre d'expériences ont été vécues. Parmi celles-ci, et la dernière d'entre elles, Muqawalati, qui a donné ce que ça a donné, ou le programme Muqawalati, qui a donné ce que ça a donné, mais qui mérite d'être revisité pour non seulement non pas l'abandonner, mais au contraire l'améliorer, peut-être en changeant le nom, mais l'essentiel c'est de tirer les leçons de l'expérience vécue et qui, à mon sens, se situe à deux niveaux. La problématique du financement de la création d'entreprises qui demeure posée, parce qu'on ne peut pas financer une entreprise avec 10% d'apport en fonds propres, point à la ligne, et le reste c'est de la dette. Ça veut dire qu'on ligote le promoteur à la naissance. Et deuxième préoccupation, c'est la problématique du post-suivi. Il ne suffit pas d'encourager à créer des entreprises. Une fois qu'elle est créée, il faut la suivre parce que la mortalité infantile est extrêmement forte. Et ça serait de ne pas le faire, ça serait du gaspillage de ressources rares. Même chose au niveau emploi de proximité et emploi vert. Là, on y reviendra peut-être avec la territorialisation et avec les emplois, donc le développement de la question des emplois de proximité. Mais comme vous le voyez, c'est tout ce qui est emploi lié à l'économie sociale et solidaire, les besoins sociaux, culturels et environnementaux, et évidemment en forte présence partenariale entre État, collectivités locales et secteur privé. Quatrième train de mesures concerne les finances publiques et l'idée est d'adopter une politique de facteurs de production favorable à la compétitivité et à la création d'emplois, combler le retard de compétitivité à l'international et corriger les biais de rentabilité intersectorielle. Nous avons vécu depuis un certain temps, un certain nombre d'années, dans une économie qui a tendance à privilégier la rentabilité spéculative, la rentabilité sans création de richesse, en particulier dans le foncier et dans une moindre mesure peut-être dans l'immobilier et peut-être dans d'autres activités. Il est temps peut-être de réfléchir au rééquilibrage des taux de rentabilité intersectoriels, y compris à travers la réduction des coûts des facteurs. Deuxième point important au niveau finances publiques et qui a besoin peut-être d'un appui des finances publiques, c'est la question du foncier. Et la question du foncier, aussi bien au niveau intervention étatique qu'au niveau collectivité locale. Et nous pensons qu'il serait important d'autonomiser les collectivités locales dans une certaine mesure, progressivement sans doute, dans la gestion du foncier économique et industriel, avec tous les garde-fous évidemment nécessaires. Et nous pensons aussi qu'il est important peut-être d'avoir une taxation des plus-values différenciée, notamment lorsque ces plus-values naissent de décisions administratives, par exemple, lorsqu'on change par exemple de destination ou d'affectation à un foncier qui passe d'une zone rurale à une zone urbaine. Il n'y a aucune raison pour que la fiscalité de cette plus-value soit uniforme avec les plus-values, je dirais, classiques. Enfin, mais on peut là aussi rentrer dans le détail et discuter de ces différents points. L'appui à l'innovation. Réellement, beaucoup de choses ont été faites entre 2005 et 2012-2013 sur le plan de l'innovation, où il y a eu beaucoup d'initiatives. Je rappelle le plan Maroc numérique, je rappelle les créations d'un certain nombre de structures d'appui, telles que le Centre marocain de l'innovation, etc. Il y a même eu un programme d'appui avec le SCAC et l'appui de l'ambassade de France. Bon, enfin bref. Tout un ensemble d'initiatives ont été prises. Notre
notre analyse souligne leur dispersion, leur maturité peut-être non encore atteinte, et le manque d'informations sur ces initiatives, et enfin à effet finalement relativement modeste. Et les recommandations, si je devais les résumer, je les résumerais en 2 points. D'abord, regrouper, centraliser tous les efforts en matière d'innovation et peut-être créer une espèce d'agence nationale d'appui à l'innovation qui regrouperait toutes ces initiatives et qui permettrait de les consolider et évidemment de les partager également sur le plan régional. La deuxième idée forte que nous avons préconisée, comme chacun sait, le financement de l'innovation est extrêmement difficile et le secteur bancaire ne s'y prête pas. Et il est important de créer des leviers ou un levier de financement public en matière donc de financement de l'innovation qui interviendrait en prise de participation et en financement haut du bilan des entreprises innovatrices, par définition beaucoup plus risquées que les entreprises classiques. Enfin, la dimension emploi des stratégies sectorielles. Évidemment, le ministère de l'Emploi est déjà sollicité par les différents départements pour prendre en charge, à travers les politiques d'appui à l'emploi, les dimensions emploi des stratégies sectorielles. Mais nous pensons que ce ministère devrait avoir un rôle un peu plus actif pour que ces stratégies soient plus génératrices d'emplois et donc incitatifs dans ce sens. Emploi direct, indirect, quantitatif et qualitatif. Ce rôle de plaidoyer auprès des différents départements ministériels chargés des stratégies sectorielles, nous semble-t-il, doit être souligné. Deuxième idée, c'est la question qui a été soulevée un peu lors du débat tout à l'heure sur le gap entre les prévisions et les réalisations en matière d'emploi des stratégies. Et il est important qu'il y ait un suivi assez rapproché et une centralisation de ce suivi, parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai listé à peu près une quinzaine de stratégies prévalant aujourd'hui au Maroc. Il y a un travail de centralisation et un travail peut-être de réflexion qui peut préconiser un certain nombre de réorientations en la matière. Juste pour terminer, un dernier slide sur ce que nous avons appelé les actions volontaristes au niveau local, avec quelques pistes, d'accélérer la création des TPE en faveur des jeunes et des femmes en particulier. Et là, il y a vraiment un volontarisme politique local qui doit émerger sur ces différentes questions. Et enfin, je dirais la mise à niveau des métiers avec les problèmes de formation que cela induit. Voilà un peu les différents axes de propositions ou de recommandations sur lesquels nous travaillons et que nous soumettons à votre réflexion et à votre partage. Merci.